Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres de votre journal. Alors que les Maliens étaient attendus aux urnes ce dimanche à l'occasion du second tour des législatives, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé sur la situation sécuritaire du pays et notamment l'enlèvement dont a été victime le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamara, ne succédera pas à Ghassan Salamé. Celui qui fut un temps chef de gouvernement en Algérie a finalement renoncé au poste de représentant de l'ONU en Libye. Une renonciation sur laquelle nous reviendrons au cours de cette édition. Et nous prendrons ensuite la direction du Tchad, où les questions s'enchaînent après la mort de 44 fidèles à la secte terroriste Boko Haram, remis aux autorités après leur capture jeudi par l'armée. Ces 44 terroristes se seraient donné la mort. Mais avant de développer ces titres, les Maliens de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Le second tour des législatives a relativement peu mobilisé malgré l'enjeu de taille, le renouvellement du Parlement. Dans ce contexte de pandémie mondiale doublée d'une crise sécuritaire, on pouvait noter une faible affluence, que ce soit à Bamako, la capitale, ou à l'intérieur du pays. Certains bureaux de vote sont même restés fermés. Il faut dire qu'à la suite du premier tour qui s'est déroulé au début de la période de confinement, un report du scrutin avait été souhaité dans les rangs de l'opposition, y compris du côté des partisans de Soumaïla Cissé, chef de l'opposition. Soumaïla Cissé qui n'est plus réapparu depuis son enlèvement par des djihadistes le 25 mars dernier et sur lequel le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé. À ce moment précis, j'ai une pensée. Soyez le comparateur pour mon frère Soumaïla Cissé, qui est dans des conditions que nul n'aurait souhaité. Hélas. Et je voudrais prier ceux qui le détiennent de faire en sorte que ce qu'ils professent, ce qu'ils disent, correspondent à leur humanité réelle. Et qu'ils aient cette inclination à cette miséricorde et qu'ils libèrent notre frère aujourd'hui. Nous le souhaitons de toute notre âme. Si la question de la suspension du scrutin électoral a été tranchée au Mali, ce débat s'est également implanté dans les préparatifs des élections communales au Bénin. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a en effet demandé au régime de suspendre les communales à venir le 17 mai prochain. Une injonction faisant suite à la requête de Sébastien Javon, homme d'affaires et opposant au régime, marquant ainsi un nouveau rebondissement dans le bras de fer l'opposant au gouvernement. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Onou. Dans une requête sous le statut de réfugié politique adressée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'homme d'affaires béninois et opposant politique exilé en France, Sébastien Ajavon, a dénoncé la violation de ses droits consacrés avec certains articles de la Charte africaine de la démocratie par l'État béninois. Entre autres, il a estimé être privé de prendre part à la direction des affaires publiques et sa non-participation aux élections communales est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Suite à cette requête, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État béninois de surseoir à l'organisation des élections communales du 17 mai 2020. Monsieur Ajavon, se sentant brimé dans ce droit qu'il a à saisir la Cour, qui a juste demandé une mesure conservatoire pour qu'elle puisse aller dans le fond du dossier. Et demande à l'État béninois sous 30 jours de lui faire le point sur les diligences effectuées dans ce sens. Dans sa sentence en date du 29 mars 2019, la Cour africaine des droits de l'homme avait ordonné à l'État béninois de prendre toutes les mesures nécessaires pour annuler l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, notamment la condamnation à 20 ans de prison par contumace de Sébastien Ajavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, de manière à en effacer tous les effets et de faire un rapport à la Cour dans un délai de 6 mois. Nous avons eu des précédents dans ce pays concernant la même personne et les décisions de la Cour n'ont pas été respectées. L'exécutif béninois jusqu'à présent s'est comporté comme s'il y avait des objectifs
à atteindre. A noter que dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019, des partis d'opposition, notamment l'Union sociale libérale USL, présidée par Sébastien Ajavon, a été exclu du processus électoral pour non-obtention de certificat de conformité à la nouvelle charte politique. Ramtan Lamara ne sera pas le nouvel émissaire de l'ONU en Libye. L'ancien chef de la diplomatie algérienne, longtemps pressenti comme successeur de Ghassan Salamé après la démission de ce dernier en mars 2020, l'a annoncé, bien qu'il ait donné son accord de principe au secrétaire général des Nations Unies pour le poste de représentant spécial de l'ONU en Libye. Ramtan Lamara évoque une absence d'unanimité autour de son nom, un sujet de Graziella Tchakounde. Ramtan Lamamra jette l'éponge. L'ex-ministre algérien des Affaires étrangères pressenti pour le poste de représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies en Libye a annoncé ce jeudi le retrait de son accord de principe. Une décision motivée par l'absence d'unanimité autour de sa candidature. Les consultations d'usage auxquelles procède M. Guterres depuis lors ne semblent pas susceptibles d'aboutir à l'unanimité du Conseil de sécurité et d'autres acteurs, qui est indispensable à l'accomplissement de la mission de paix et de réconciliation nationale en Libye. Il est vrai que le choix du représentant spécial de l'ONU en Libye fait depuis quelques semaines l'objet de dissensions au sein du Conseil de sécurité. Les États-Unis se sont clairement opposés à la nomination du diplomate algérien alors que celle-ci semblait acquise. Certains observateurs soupçonnent derrière ce veto des pressions de la part de certains pays alliés. L'Égypte et l'Arabie Saoudite ne volaient pas à Al-Mamra pour des raisons régionales. Monsieur Al-Mamra ne sera pas une personnalité qui va être neutre dans le conflit libyen. Et mon point de vue personnel, ni Al-Mamra ni un autre va réussir. On a vu tous les émissaires qui ont été nommés de pays arabes ont échoué totalement. Je pense que M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, doit donner une chance à un Africain. Pendant ce temps, la Libye fait face à une escalade de violence dans la bataille pour Tripoli, et ce, malgré la menace sanitaire. Sur le terrain, le rapport de force semble désormais renversé. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont pris l'avantage sur l'armée du maréchal Khalifa Haftar et sont désormais maîtresses de toute la côte ouest. La thèse du suicide serait-elle plausible? Le gouvernement tchadien attend encore des réponses concernant la mort de 44 prisonniers appartenant au groupe terroriste Boko Haram. Dans la nuit de jeudi 16 à vendredi 17 avril, ces détenus ont été retrouvés morts dans leurs cellules. L'autopsie effectuée sur 4 corps révèle en effet la prise d'une substance toxique. Kamesh Katapoulé, commentaire Aïssatou Bari. Au Tchad, 44 prisonniers affiliés au groupe Boko Haram ont été retrouvés morts dans leurs cellules. D'après les autorités, ils se seraient suicidés dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril. Le rapport d'autopsie du médecin légiste effectué sur 4 corps indique la prise d'une substance toxique. La conclusion de cette autopsie indique qu'il y a eu consommation d'une substance létale et iatrogène, ayant produit un trouble cardiaque chez les uns et une asphyxie sévère chez les autres. Ces prisonniers faisaient partie des 58 membres de Boko Haram capturés par l'armée tchadienne lors d'une opération conduite du 31 mars au 8 avril. Baptisée Colère de Boma, l'offensive a été menée en réaction à l'attaque de Boko Haram contre la localité de Boma dans la région du lac Tchad le 23 mars dernier. Un assaut qui a causé la mort de 98 soldats tchadiens. Le gouvernement tchadien a le devoir de les protéger, conformément à la Convention de Genève sur le conflit armé. La thèse du suicide collectif n'est pas convaincante. Comment se fait-il que ces prisonniers puissent porter sur eux depuis 2 semaines des produits qui leur permettent de se suicider sans que les gardiens puissent remarquer et les empêcher de le faire? On se pose aussi des questions si ce n'était pas une exécution extrajudiciaire camouflée en suicide collectif. Toutes ces questions mérite une enquête indépendante pour mettre la lumière sur ces exécutions ou cette soi-disant suicide collectif. Depuis cette révélation, des accusations pèsent contre le gouvernement tchadien. Selon une source sécuritaire anonyme, ces prisonniers auraient volontairement été affamés et privés d'eau.
Des accusations formellement démenties par l'État. C'est une province qui souffre de l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Avec la pandémie de Covid-19, le Nord Kivu assiste à la flambée des prix sur le marché, isolé du reste du pays, mais aussi du Rwanda, qui le ravitaille souvent en denrées alimentaires. Les autorités craignent la pénurie, alors que la province enregistre déjà 5 cas confirmés de Covid-19. Les détails dans ce reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les effets de Covid-19 se ressentent de plus en plus dans la province du Nord Kivu, faisant partie de 5 touchés par cette pandémie. Ici, 5 cas confirmés sont enregistrés. La province est isolée du reste du pays. Nous sommes au marché de Goma. Les prix de certains produits ont doublé, voire triplé. Le prix était bon avant la fermeture de frontières, mais ça ne marche pas depuis la fermeture. Comme le sel, on vendait à 300 francs, mais aujourd'hui on doit vendre à 800 francs, voire 1000 francs congolais. Un sac d'aubergine s'achetait à 15 000 francs congolais, mais aujourd'hui c'est autour de 45 et 50 000 francs congolais. Quand on demande pourquoi, on nous dit que c'est à cause du coronavirus. Goma est une ville voisine à Gisenyi au Rwanda. La ville, chef-lieu du Nord Kivu, est aussi coupée de Gisenyi, les frontières étant fermées. Dans la crainte des pénuries, quelques mesures facilitant l'importation ont été prises par les autorités de la province. Nous devons réfléchir sur notre autonomie pour l'autosuffisance alimentaire. Si nous ne réfléchissons pas sur cette autonomie, je crois qu'un jour, il y aura un moment où il y aura des pénuries. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a suspendu la perception des taxes sur les produits agricoles. Le Nord Kivu est une province fragilisée par l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Grand consommateur de choux, viande de vache, dont le kilo est passé de 3 à 5 dollars américains. Dépendant en majorité du Rwanda en denrées alimentaires, dans ces contextes de Covid-19, l'inquiétude de la population est grandissante. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa.